Les helminthes, ou les vers, sont des métazoaires, c'est-à-dire des êtres pluricellulaires possédant des tissus différenciés. On les retrouve souvent sous la forme adulte de sexes, mâles et femelles, sous forme larvaire et sous forme d'œuf. On les classe en deux catégories, d'un côté les vers plats, appelés plathelminthes, et de l'autre les vers ronds, appelés rhonthelminthes. Non, on les appelle némathelminthes, ou encore nématodes. Les plathelminthes sont classés en deux groupes, les cestodes, qui sont des vers plats segmentés, et les trématodes, eux, sont non segmentés. Ce sont des cestodes qui vont être à l'origine des téniasis, échinococoses et cysticercoses. Les trématodes sont à l'origine des bilharzioses et des distomatoses. Maintenant, les némathelminthes ou nématodes. Selon la voie de contamination de l'homme, on distingue les nématodes à transmission orale, les nématodes à transmission transcutanée et les nématodes à transmission tissulaire. Les nématodes à transmission orale, ce sont les ossiroses, trichocéphaloses, ascaridioses, trichinelloses, toxocaroses et dracunculoses. Les nématodes à transmission transcutanée, ce sont les ankylostomoses et les angululoses. Les nématodes à transmission tissulaire, ce sont les onchocercoses, l'oaoses et les filarioses lymphatiques. Salut, bienvenue dans Météo pour ce cours de parasitologie médicale, l'ascaridiose. L'ascaridiose ou l'ascaridiase est une hématodose intestinale cosmopolite due à la présence chez l'homme d'un ver au nom de Ascaris lumbricoides. Elle est considérée comme une maladie tropicale négligée. Elle constitue, avec l'ankylostomose et la trichocéphalose, un groupe d'helminthoses au nom de géohelminthoses. On les appelle des géohelminthoses parce qu'ils passent une partie de leur cycle de vie dans le sol. Voyons l'épidémiologie. La morphologie du ver révèle à l'état adulte une consistance ferme, revêtue de cuticules épaisses, finement striées et de couleur blanc-rosé. Sa partie antérieure est dotée d'un orifice buccal limité par 3 grosses lèvres. La femelle possède une extrémité postérieure effilée. Chez le mâle, l'extrémité postérieure est recourbée ventralement en crosse. Les œufs d'Ascaris. Typiquement, ils sont ovoïdes ou presque rondes. Ils possèdent une coque externe épaisse et mamelonnée et une coque interne aussi épaisse mais lisse et incolore. Ils sont non embryonnés à la ponte mais contiennent une masse embryonnaire qui deviendra plus tard un embryon. En plus des formes typiques des œufs d'Ascaris lumbricoides, il existe des formes atypiques qui peuvent parfois compliquer leur identification. On distingue des œufs atypiques avec une perte totale ou partielle de la coque externe, des œufs atypiques avec une coque externe épaisse fortement mamelonnée, et des œufs atypiques qui sont plus allongés ou complètement déformés. Voyons le cycle de vie de l'Ascaris. Il s'agit d'un parasite monoxène dont le cycle direct est long. La contamination de l'homme se fait par voie orale par ingestion des œufs embryonnés. Une fois ingérés, les œufs atteignent l'intestin grêle où les larves éclosent. Ces larves pénètrent alors la paroi intestinale et entrent dans la circulation sanguine. Dans cette circulation sanguine, les larves se développent tout en migrant vers le foie, puis en passant par le cœur droit, atteignent le poumon. Dans les poumons, les larves remontent l'arbre bronchique jusqu'à la trachée, puis sont avalées et retournent dans l'intestin grêle. De retour dans l'intestin grêle, les larves se développent en vers adultes. Après accouplement, la femelle gravide pond des œufs non embryonnés qui seront libérés dans l'environnement par les selles. Pour devenir infestants, ces œufs doivent passer un certain temps dans le sol où ils vont se développer pour donner des œufs embryonnés. Passons maintenant à la clinique. Sur le plan clinique, l'ascaridiose, à la phase d'invasion ou de migration tissulaire des larves, se manifeste par le syndrome de Loeffler qui, en fait, correspond à une réaction inflammatoire des poumons provoquée par la migration des larves à travers les capillaires pulmonaires vers les alvéoles. Les symptômes incluent généralement une toux, une dyspnée, des expectorations et parfois une fièvre. L'hyperéosinophilie est également fréquente. À la phase d'état de la maladie, on note des troubles digestifs caractérisés par des douleurs abdominales associées à des nausées, vomissements et possiblement un rejet de vers adultes par les selles ou par la bouche. On note également un syndrome de malabsorption concernant les protéines, lipides, glucides et les vitamines liposolubles, favorisant ainsi la vitaminose. On constate aussi d'autres signes comme les signes allergiques caractérisés par des prurites et urticaires, les signes neurologiques comme l'irritabilité, l'insomnie et l'anxiété et des signes généraux comme la fièvre et l'anorexie. L'ascaridiose peut se compliquer vers un syndrome occlusif suite à une accumulation importante de parasites adultes de la lumière intestinale
une appendicite par engagement des parasites adultes dans l'appendice, une péritonite, et en cas de migration anormale, on peut observer des abcès hépatiques et une angiocolite. Passons maintenant au diagnostic. Le diagnostic se fait à partir d'un prélèvement de selles, ou si possible de vers adultes, retrouvés dans les selles ou les vomissures du patient. En cas de diagnostic positif, on retrouve à l'examen direct microscopique des selles les œufs d'Ascaris. Les techniques de concentration peuvent être utilisées dans le but d'augmenter la sensibilité de l'examen microscopique. C'est l'exemple de la technique de Kato-Katz et de la technique de Ricci.